Bonjour, bienvenue dans Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler des enquêtes pénales transfrontalières au moyen de l'intelligence artificielle. On évoquera également les risques psychosociaux des avocats et enfin, on parlera de la création de l'association La Filière des services juridiques et du droit. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Denavassel, associé fondateur du cabinet Denavassel, et qui va nous parler donc de l'intelligence artificielle au service des enquêtes pénales transfrontalières. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors comment l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée dans le cadre des enquêtes pénales transfrontalières? Eh bien, principalement, elle est utilisée pour faire gagner du temps aux avocats. Nous avons des masses de documents de plus en plus sur des supports très différents. Et ce que l'intelligence artificielle fait, c'est nous faire gagner du temps. On éduque la machine pour que la machine nous permette de gagner du temps et donc d'accélérer dans nos travaux. On voit ça au quotidien dans l'utilisation de plateformes sur lesquelles on va charger des documents pertinents et sur cette base-là, la machine va organiser chronologiquement avec des index, des chronologies, des analyses par type de document. Au-delà même de l'analyse assez simple comme celle que je viens de décrire, il y a aussi des comparaisons de documents. De telle façon qu'on va faire, on va noter les documents en fonction de ceux qui ont été déjà identifiés par l'avocat comme étant les plus pertinents, eh bien, la machine va faire remonter des documents similaires. Que ce soit des emails, que ce soit des mémos, que ce soit des présentations. Et donc, l'avocat, finalement, ne va pas être remplacé, mais il va aller plus directement à la cible. C'est assez étonnant la première fois qu'on le voit, mais pour un cabinet comme le mien, qui est un acteur dans le monde transfrontalier de ces enquêtes avec de multiples régulateurs, c'est un outil indispensable. Et concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, concrètement, vous allez récupérer les données chez le client qui va vous les fournir, ou alors en accord avec une autorité de poursuite, que ce soit le PNF, que ce soit un régulateur français, l'autorité de la concurrence, l'AMF, que ce soit un régulateur étranger, outre-Manche ou outre-Atlantique, la FCA, le DOJ, la SEC aux États-Unis. Vous allez charger sur des bases de données et qui vont ensuite demander à l'avocat de faire une analyse, de mettre des notes. Un travail d'indexation. D'indexation, c'est ça, en fonction de la pertinence. Et ensuite, au-delà de l'indexation, il y a vraiment l'analyse même de la rédaction, de la façon dont la personne a rédigé, par exemple, son email, pour faire remonter ceux qui sont le plus pertinents. Alors, l'avocat va se concentrer sur les documents les plus pertinents et s'en suivra une analyse beaucoup plus rapide. Quel est le gain de cette solution pour vous ? Eh bien, c'est une économie considérable pour le client, qui apprécie énormément cette utilisation. Et pour les régulateurs, c'est aussi l'assurance d'une forme de contrôle sur la méthode. Évidemment, pas sur l'analyse, pas sur le fond, mais sur la méthode, sur la façon dont on avance, et donc une crédibilité finalement partagée des acteurs du droit. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres cas d'utilisation de cette technologie ? Absolument. Alors Navassel est le troisième client, entre guillemets, partenaire d'une start-up qui s'appelle Theolex. Les premiers sont la Société Générale et le cabinet Mayer Brown. Donc vous voyez, c'est vraiment des acteurs essentiels. Nous sommes un peu le petit poucet, la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf, si vous voulez. On va essayer de ne pas exploser. Mais l'idée, c'est de prendre toutes les données qui existent sur Internet, publiées par des régulateurs, que ce soit des régulateurs français, j'en ai cité quelques-uns, on pourrait y rajouter la CNIL par exemple, l'Agence française anticorruption, des acteurs états-uniens, encore une fois, le DOJ, avec les conventions judiciaires d'intérêt public américaines, donc Deferred Prosecution Agreements, la SEC, la CFTC, outre-Manche, le SFO ou le FCA, on peut imaginer la BaFin, outre-Rhin. Donc on prend ces éléments d'information, on va chercher non seulement une indexation, mais aussi une forme de pré-analyse, d'aller chercher les éléments les plus pertinents. Et comme ça, on va faire une espèce de justice prédictive, si vous voulez, pour permettre au client de se rendre compte de là où il va, de là où il met les pieds et l'aider à la décision.
Alors peut-être un mot pour conclure sur le Davos du droit. Il y aura un grand rendez-vous en décembre prochain. Alors c'est un peu un nom de code pour l'instant, mais c'est ça l'idée. L'idée c'est de réunir autour des startups françaises, des legal tech françaises et de l'innovation dans le domaine du droit, les acteurs du monde dans une même journée afin de justement pouvoir promouvoir cette intelligence française combinée à la fois d'une excellence juridique et d'ingénieurs qui sont aussi une marque de fabrique nationale. Merci Stéphane d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci infiniment de votre accueil. Vous êtes toujours dans Lex Inside. On va aborder la question des risques psychosociaux des avocats. Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Villette, directeur associé du cabinet Équilibre et consultant en matière de risques psychosociaux. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi vous êtes-vous intéressé à la question des risques psychosociaux des avocats ? Alors Arnaud, au moment de la création du cabinet Équilibre, c'est d'abord une conviction très forte avec mon associé Célia Custer que le métier d'avocat, quelles que soient ses réalités et ses formes multiples, eh bien, est un métier, si on le considère de façon générique, à haut risque psychosocial. Et donc c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, le sujet des risques psychosociaux. Donc c'est d'abord une conviction, et cette conviction sur notre chemin, sur notre parcours de consultants et de formateurs dans le cadre de nos activités, a d'abord été confortée par les données scientifiques. On a une activité sectorielle de recherche d'informations scientifiques au niveau du cabinet et on a pu mobiliser un certain nombre d'informations. Elles sont peu nombreuses en France, c'est un point important à souligner. En revanche, eh bien, on peut trouver dans la recherche internationale des informations en lien avec les risques psychosociaux, plus précisément en lien avec le stress, en lien avec la détresse psychologique et en lien avec l'épuisement professionnel. Dans cette recherche internationale, la profession d'avocat apparaît comme une profession à haut risque psychosocial et en fonction des recherches comme une des professions les plus exposées aux risques psychosociaux. En France, il y a peu de recherches qui ont été effectuées. Je tiens à souligner le travail qui vient d'être initié à l'Université de Lille avec une étudiante de master en psychologie du travail qui s'appelle Marion Nicoum, qui a consacré son travail de recherche de master à la santé psychologique de la profession des avocats, quelle ampleur eh bien, des risques psychosociaux dans cette profession, quels sont les déterminants qui favorisent le bien-être psychologique ou qui peuvent à un moment donné le détériorer. Et ça, c'est un premier point extrêmement important de la recherche. Marion Nicoum et Madame Pascale Desrumeaux, qui est professeure des universités, vont poursuivre ce travail. C'est un travail à suivre en doctorat à l'université et je pense que ça mérite d'être souligné. Après, dans le cadre de nos interactions, on est amené à interagir avec des avocats sur les dossiers que l'on peut traiter, dans les PSE notamment, les restructurations, mais aussi des dossiers en lien avec le harcèlement. Et puis nous sommes sollicités depuis 3 ans maintenant, à la fois sur des sujets individuels, d'accompagnement de mal-être, en lien avec l'épuisement professionnel. Et un premier cabinet nous a sollicité d'une 30aine de personnes pour réaliser un audit sur le sujet. Alors quels sont les risques psychologiques rencontrés par les avocats ? Alors Arnaud, le risque le plus important, c'est déjà le stress chronique, le surmenage en termes de risque d'épuisement professionnel. C'est le risque majeur et ce risque majeur est lié à un certain nombre de facteurs. Il n'y a pas la même combinaison obligatoirement de facteurs pour l'ensemble des avocats, il y a une approche plurifactorielle. Alors pour ne citer que quelques-uns de ces facteurs, on peut parler dans un premier temps de la surcharge de travail, comment faire face psychologiquement à une charge mentale qui est importante. Il y a dans la recherche de l'Université de Lille, qui a été faite en France, elle a le mérite de pouvoir être faite en France, une moyenne d'heures travaillées qui est bien supérieure à 45 heures, qui peuvent aller jusqu'à 90 heures. Ça, on parle du volume de la charge de travail, mais la charge de travail se caractérise aussi par son intensité, par sa complexité. Je n'ai pas rentré dans trop de détails aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de paramètres à comprendre. D'autres facteurs, notamment la difficulté de concilier la vie professionnelle et la vie personnel, qui est un facteur qui ressort en lien avec la charge de travail. Peut-être dans ce moment avec la crise, c'est peut-être encore plus compliqué. Et il y a certainement des variables qui mériteraient d'être étudiées en lien avec la crise. La crise particulièrement apporte des facteurs aggravants. Et puis il y a au sein des cabinets notamment ce passage aussi à faire du télétravail
la culture au sein des cabinets d'avocats n'est pas forcément celle qui est la plus en avance par rapport au travail à distance. Eh bien, c'est un sujet à questionner, peut-être à accompagner, et où parfois l'investissement n'est pas peut-être à confondre avec le présentéisme et les heures faites. Alors il y a d'autres facteurs, comme le sentiment d'un manque de soutien qui est très important, des relations qui peuvent être conflictuelles avec les confrères, avec la hiérarchie quand il y en a une, avec les magistrats parfois, avec les clients, un certain nombre de facteurs de risque. Le deuxième point est certainement, et celui-là est très important, le surengagement. C'est un facteur extrêmement spécifique de la profession des avocats, c'est le fait d'accorder une considération dominante pour le travail, c'est un désintérêt pour la vie personnelle et c'est une persistance compulsive dans les tâches professionnelles. Le surengagement augmente la détresse psychologique. Il est important d'être en capacité de l'identifier, de l'autodiagnostiquer quand on est dans cette dynamique. Et ce n'est pas forcément évident. C'est loin d'être évident et c'est important d'être sensibilisé sur le sujet. C'est important que les associés des cabinets puissent l'être, que l'ensemble des avocats puissent être sensibilisés sur ce sujet. Et dire à quelqu'un qui est surengagé, je te conseille de travailler moins, ça ne fonctionne pas. Donc pouvoir s'appuyer et être accompagné par des professionnels sur le sujet pour à la fois sensibiliser sur le surengagement, être en capacité de l'identifier et être en capacité de l'accompagner, c'est quelque chose qui peut être une bonne idée. En définitive, quel constat peut-on faire pour la profession d'avocat sur les risques psychosociaux ? La profession d'avocat aujourd'hui est incontestablement une profession à haut risque psychosocial. C'est le bilan que l'on peut faire de la littérature, c'est le bilan que l'on peut faire de la prise de conscience progressive. On voit des témoignages émerger au fur et à mesure sur le sujet. On souffre encore de peu de données en France sur le sujet. C'est un encouragement à les produire. Il y a des initiatives depuis maintenant qui s'accélèrent au moins 5 ans, elles doivent être encouragées, des initiatives dans les écoles des élèves avocats, des initiatives au niveau de l'ordre des avocats de Paris, à la fois sur une première étude qui a été faite, à la fois sur des dispositifs de soutien, de gestion de situations dégradées, de formation avec des modules en ligne. Tout ça doit être encouragé, doit être aussi encouragé au niveau des cabinets et au niveau de la formation massive et de la sensibilisation de tous les avocats sur un sujet qui est un sujet de santé publique. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Christophe d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud. Vous êtes toujours dans Lex Inside. On va parler de l'association de la filière des services juridiques et du droit, présidée par Jean-Marie Valentin, qui est sur notre plateau et qui va nous expliquer le pourquoi de cette association. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pourquoi avez-vous créé cette association ? On a créé cette association tout simplement pour nommer les choses. Vous savez, nommer les choses, c'est les faire apparaître. Et en fait, avec un certain nombre de personnes, d'acteurs engagés du monde juridique, mais également du monde économique, nous avons considéré qu'il était temps de faire apparaître une filière, une 19e filière industrielle sur le paysage économique de notre pays, qui est donc la filière des services juridiques et du droit, qui est une filière extrêmement importante. Donc on n'a pas créé la filière, cette filière existe, mais on l'a nommée, et ce faisant, on va en faire un instrument important pour poursuivre, je dirais, les enjeux de croissance et participer aussi au plan de relance, comme les juristes vont pouvoir le faire. Qui sont les membres de cette filière ? Alors aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de membres qui comptent parmi notamment Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu, Marc Mossé, président de la FJE, mais également Boubacar Dione, directeur juridique de la BPI, ou Aurélien Hamel, directeur juridique de Total. Nous avons également un certain nombre d'avocats. Je vais citer d'abord Louis de Gauss, qui est très présent et qui a été très présent au CNB, mais également des professeurs comme le professeur Bruno Defin, le professeur David Capitan ou le professeur Christophe Roquilly. Bref, un certain nombre de professionnels très engagés donc, dans le monde juridique, mais également dans le monde économique. Et évidemment, cette association a vocation à accueillir très largement tous les acteurs, toutes les personnes, toutes les entreprises
qui considèrent être acteurs de la filière des services juridiques et du droit. Quelles sont les missions de cette filière? Alors les missions de cette filière, elle est simple, enfin les missions de l'association en fait est simple, c'est de servir la filière, c'est effectivement de permettre à cette filière de déployer toute son énergie. On parle quand même d'une filière, Arnaud, qui pèse plus de 30 milliards de chiffre d'affaires annuel, qui réunit plus de 300 000 emplois directs. Donc on est vraiment sur une filière économique qui est une filière d'excellence dont la principale réalité, c'est un capital humain exceptionnel. Et donc la mission de cette association, c'est de permettre à cette filière de se cristalliser et de croître en fait, d'être un véritable outil de compétitivité, un outil de souveraineté également, tant dans notre marché intérieur que également au niveau international. Donc l'association va servir ses objectifs autour de 6 axes qui vont permettre autour de ces 6 axes de structurer des projets, et donc l'association va accompagner ces projets pour les accélérer, pour les financer, pour les labelliser, pour les sécuriser aussi, afin que les acteurs puissent se lancer dans cette démarche au service de tous. Sur quels travaux allez-vous commencer à travailler? Alors on travaille, donc les 6 axes en fait portent sur l'innovation et la recherche, c'est-à-dire qu'on considère que les services juridiques et le droit est un secteur d'innovation extrêmement important. Donc Véronique Chapuis, qui a pris en charge cet axe, commence déjà à travailler à son plan d'action justement en faisant le compte de toutes les initiatives de cette nature, en se rapprochant de la NRT, en se rapprochant également de toutes les écoles doctorales qui travaillent sur ce genre de thématiques. Nous travaillons également sur les enjeux de plateformisation et de transformation digitale, qui sont 2 sujets extrêmement importants pour toutes les filières économiques et également la filière des services juridiques et du droit. On travaille aussi sur les enjeux éthiques et réglementaires, parce que on n'est pas une filière comme les autres non plus, on est au service d'une philosophie du droit, on est au service d'un système finalement politique fondamental qui fait ce que le droit aujourd'hui, le droit continental est, et donc il faut savoir faire évoluer cette réalité pour être toujours plus performant, mais dans le respect de ce qui nous fait, de notre histoire et de notre philosophie. Nous travaillons également sur les enjeux de rayonnement international, parce que cette filière est un enjeu de compétitivité et de souveraineté à l'extérieur aussi, c'est-à-dire que c'est un atout compétitif pour les entreprises et les acteurs économiques que de pouvoir compter sur une filière juridique efficace, solide, y compris quand ils sont exposés dans une dimension internationale. Et puis, effectivement, le 6e axe est un axe, le 5e axe, pardon, est un axe tourné vers l'accompagnement des acteurs dans leurs enjeux de transformation digitale. Et l'axe très structurant, très important, qui réunit un peu tous les autres axes, c'est le développement du capital humain et des compétences, qui a été confié donc à Christophe Roquilly et à son équipe. Voilà, et donc chacun des axes aujourd'hui est en train d'établir son plan d'action, parce que notre objectif aussi, c'est de conclure dans les prochains mois avec les pouvoirs publics un contrat de filière, et c'est une véritable exigence, parce que ça nous oblige effectivement sur chacun de ces axes à préparer un plan d'action qui puisse être évalué dans le temps pour montrer effectivement qu'on est un partenaire important de la scène économique à côté des filières aéronautiques, énergie, plateforme numérique, etc., qui maillent déjà notre territoire. On va conclure là-dessus. Longue vie donc à la filière des services juridiques et du droit. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.